Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, nous allons voir dans ce cours comment mettre en place et prescrire le traitement par pression positive continue. Théoriquement, le traitement par pression positive continue est un traitement complexe et intrusif et il nécessite pour être accepté et supporté un temps dédié suffisant et un accompagnement technique et psychologique adapté. Généralement, le traitement par pression positive continue peut être initié soit au domicile du patient, soit en milieu hospitalier. En pratique, le choix repose davantage sur les conditions d'exercice et les moyens disponibles. La première étape des modalités de mise en place initiale du traitement par pression positive continue, c'est la consultation d'annonce du diagnostic. Dans cette consultation, on va accueillir le patient et on va adopter une stratégie d'éducation thérapeutique adaptée initiale. Cette éducation a comme objectif d'expliquer les possibilités thérapeutiques avec comme objectif final l'acceptation par le patient du traitement. Cette éducation thérapeutique initiale va comprendre au cours de l'annonce du diagnostic des messages adaptés concernant la maladie et des messages adaptés concernant les thérapeutiques. Et il faut insister sur le rôle principal de la pression positive continue, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'une indication formelle à ce traitement, en minimisant l'intérêt des autres thérapeutiques, particulièrement de l'orthèse d'avancée mandibulaire. Bien sûr, il donnera le choix au patient s'il y a un choix possible au plan scientifique concernant les deux possibilités thérapeutiques. Cette éducation doit être poursuivie ensuite à toutes les étapes de la mise en place du traitement. L'acceptation du traitement par la pression positive continue va comprendre tout d'abord l'acceptation de démarrer une titration initiale pendant quelques jours, voire un mois, et accepter de continuer l'essai de la pression positive continue après cette titration. Le patient doit comprendre qu'en définitive que le traitement par pression positive continue doit être utilisé tous les jours et toutes les nuits pendant toute la durée du sommeil. Selon les données de la littérature, le taux d'acceptation du traitement par la pression positive continue finale se situe aux environs de 80%. Une fois que le traitement est accepté, un bilan de faisabilité et de correction des obstacles à la prescription de la PPC est réalisé. Ce bilan va comprendre un bilan pré-thérapeutique. Il faut revoir le cours de ce bilan. Essentiellement, dans ce bilan, il faut contrôler la perméabilité nasale et réaliser une thérapeutique correctrice si nécessaire au cours d'un avis ORL spécialisé. Cette étape-là va comprendre aussi l'explication et la mise en place des mesures communes, en particulier la correction de l'hygiène de sommeil, et commencer une réduction pondérale qui ne doit pas retarder la prescription de la pression positive continue. On va expliquer aux patients le matériel et en particulier les types d'appareillage disponibles et les circuits de ventilation, en particulier les masques, leur type, leur taille, les harnais et la possibilité d'utiliser ou non un humidificateur. La troisième étape, c'est le choix de la titration. C'est quoi la titration? C'est la détermination du niveau de pression positive efficace pour le patient. La référence, c'est de réaliser une titration manuelle au laboratoire au cours d'une polysomnographie. C'est quoi cette titration manuelle? C'est-à-dire qu'on va augmenter progressivement le niveau de la pression positive continue jusqu'à obtenir une régression des apnées, des hypopnées et des renflements dans toutes les positions du corps et dans tous les stades du sommeil. Mais la titration manuelle est d'accès limité et peut retarder la mise en place du traitement par pression positive continue. C'est pourquoi il est recommandé de pratiquer cette titration manuelle au cours de la polysomnographie qu'en cas d'échec de la titration réalisée par une autre méthode avec un niveau de preuve grade A. Parmi les autres méthodes de titration, on a ce qu'on appelle l'autotitration surveillée. C'est une alternative à la titration manuelle. Cette méthode est citée dans un article d'American Academy of Sleep Medicine. Dans ce rapport de cette société, donc l'autotitration surveillée, c'est quoi? C'est un enregistrement sous auto-BPC à l'hôpital et qui permet d'intervenir en cas de fuite. Cette méthode permet de réaliser plusieurs titrations simultanées par un technicien donné. Elle a les mêmes contre-indications que la titration automatique habituelle.
En pratique, on va réserver la titration manuelle aux contre-indications à l'autotitration, qui sont tout d'abord l'existence d'une insuffisance cardiaque ou d'un trouble de rythme non contrôlé, l'existence d'un syndrome d'apnée mixte ou avec respiration type Cheyne-Stokes, l'existence d'une hypoventilation diurne confirmée par gazométrie ou une hypoventilation nocturne évidente avec des périodes très étendues de saturation artérielle en oxygène qui est inférieure à 88%. Ces contre-indications, on les trouve dans les recommandations pour la pratique clinique de 2008 avec un niveau de preuve grade B. Lorsqu'il n'y a pas de contre-indication à l'autotitration, dans notre centre de médecine du sommeil, on fait souvent l'autotitration de type surveillé. Vous voyez ici dans cette diapo une fenêtre qui montre comment on contrôle le niveau de pression dans l'appareil de pression positive continue au cours de la titration. Vous voyez ici des courbes de tendance d'une nuit de polysomnographie chez un patient qui présente un syndrome d'apnée obstructive du sommeil avec les apnées, les désaturations relatives, les ronflements et en particulier le lien avec le REM chez ce patient-là. Donc cette polysomnographie va être suivie au cours d'une autre nuit d'une autotitration surveillée. Donc les mêmes courbes de tendance au cours de la nuit d'autotitration surveillée et vous voyez la disparition des événements aussi bien obstructifs que leurs conséquences et cette disparition qui va exister aussi particulièrement au niveau des zones de sommeil paradoxal. Et on voit bien comment l'appareil de pression positive continue a fait augmenter les pressions pour faire disparaître ces événements. Mais en pratique, la titration la plus pratiquée, c'est l'autotitration à domicile en absence de contre-indication à l'autotitration. C'est la plus pratique, le traitement va être initié à domicile d'emblée, souvent c'est le prestataire qui va faire ça, et cette autotitration va permettre de déterminer la pression efficace à partir du rapport de la machine réglé en mode auto-PPC. Donc, on va chercher la pression minimale et maximale qui va être fixée au niveau de l'appareil et ces pressions minimales et maximales seront déterminées à partir de la lecture de l'enregistrement diagnostique. Le patient va être revu selon les possibilités une semaine à un mois pour envisager si nécessaire une titration ou non en milieu hospitalier. L'autotitration à domicile peut être améliorée par l'association à un enregistrement du sommeil. En effet, pour mieux objectiver l'efficacité sur les paramètres du syndrome d'apnée obstructive du sommeil en dehors des apnées hypopnées, on peut évaluer l'index de saturation par une oxymétrie nocturne au minimum ou une polygraphie ventilatoire. En cas de suspicion d'hypoventilation nocturne en ayant un temps passé au-dessous de 90% dans l'enregistrement de base qui est supérieur ou égal à 20 à 30%, on peut indiquer une oxymétrie nocturne, une polygraphie pour évaluer l'efficacité sur cette hypoventilation et s'assurer est-ce qu'il s'agit réellement d'une hypoventilation réelle. On peut aussi évaluer l'efficacité sur les micro-éveils par une polysomnographie ambulatoire. Dans d'autres cas, on peut utiliser, associé à la PPC, d'autres techniques qui permettent d'évaluer, par exemple, les événements obstructifs, tels que la technique JAWA qui permet d'évaluer les mouvements mandibulaires et ou une évaluation minimale du sommeil, telle que, par exemple, la Z-machine. Quelles sont les étapes de la prescription de l'autotitration? Nous avons au moins 4 étapes. Choisir l'interface, décider ou non du choix d'un humidificateur, et puis prescrire les pressions minimales et maximales à fixer sur l'appareil, et enfin pour discuter d'autres réglages. Tout d'abord, quelle interface prescrire dans la revue Cochrane de Che de 2006
sur 4 études randomisées, 111 patients. Dans cette revue, il est recommandé d'utiliser en première intention un masque nasal en l'absence de contre-indication avec un niveau de preuve grade B. Mais ceci n'est pas toujours possible et donc pour choisir d'autres interfaces, il faut tenir compte, est-ce que le patient présente une respiration buccale et dans ce cas, il faut prescrire un masque facial. Il faut aussi tenir compte de la taille du masque et du choix du patient. Parfois, le patient veut d'autres types de masques tels que les embouts narinaires ou un masque nasal particulier. Deuxième élément, faut-il d'emblée prescrire un humidificateur? Et dans les recommandations de 2010 de la SPLF, elle précise qu'il est recommandé de ne pas utiliser systématiquement un système d'humidification, mais celui-là peut être proposé en cas d'intolérance nasobuccale. Troisième élément dans la prescription de l'autotitration à domicile, c'est quelle pression minimale et maximale prescrire, c'est-à-dire l'intervalle d'adaptation de la pression par la machine. Et dans ce cas, on va tenir compte de l'index d'apnée-hypopnée, du type d'événement prédominant, est-ce qu'il s'agit d'apnée, d'hypopnée plus de 50%, d'hypopnée à 30%, d'hypopnée désaturante, de limitation de débit, et en fonction du degré de chute de l'amplitude, la pression sera plus importante. On va tenir compte aussi de la durée et de la variabilité des événements dans la nuit en fonction de la position et du sommeil paradoxal. Enfin, il y a d'autres réglages à vérifier tels que la rampe, c'est le délai de démarrage de l'augmentation de pression par l'appareil en fonction des besoins du patient. 45 minutes, généralement, si problème d'acceptabilité ou d'insomnie d'endormissement. On peut aussi discuter éventuellement est-ce qu'on doit mettre ou non des alarmes. Au cas par cas, ça va se discuter en cas de fuite, en cas de masque enlevé inconsciemment, etc. Après la prescription de l'autotitration vient l'étape de l'essai et de l'adaptation. Cette étape se fait avec accompagnement par un personnel infirmier formé ou par un prestataire de service. Dans cette étape-là, on va choisir l'interface, on va l'essayer, on va régler la machine selon la prescription médicale et on va essayer de mettre en place l'appareillage la nuit en expliquant aux patients les modalités de branchement et de fonctionnement de la machine et vérifier la tolérance immédiate et l'acceptation. Ce contact initial avec la machine est très important pour accepter et tolérer l'appareil. Et donc, on va faire un entretien discussion avec le patient, sinon un questionnaire pour vérifier cela. Et on va vérifier essentiellement le ressenti immédiat de la tolérance, est-ce qu'il n'y a pas de douleur provoquée par le masque, les fuites perçues, le problème de la claustrophobie de certains patients, et sur les capacités du patient et son souhait de prolonger l'essai à domicile. Le patient sera revu après une semaine à un mois dans le cadre d'une consultation de contrôle. Ce contrôle va se baser sur la règle de 3M, le malade, la maladie et la machine. Pour le malade, l'interrogatoire va vérifier l'acceptance et la tolérance avec un entretien de discussion avec le patient, sinon on va vérifier le questionnaire pour voir le ressenti de la tolérance et surtout rechercher les effets secondaires et vérifier l'observance. Pour la maladie, l'interrogatoire va vérifier l'efficacité clinique initiale, le sentiment global d'efficacité, la qualité du sommeil, la qualité de l'éveil. Est-ce qu'il y a une somnolence diurne résiduelle et donc on doit vérifier le score d'Epworth et le comparer au score d'Epworth avant le démarrage de l'appareil. Et puis les autres symptômes tels que la necturie, l'asthénie et les céphalées matinales. Vous avez ici un type de document qu'on peut utiliser dans la consultation de contrôle. Après le malade et la maladie vient l'étape de la machine. Dans ce problème de la machine, vous avez deux choses à régler, les problèmes techniques, le bruit, l'alarme, l'extraction et les détails des données du rapport,
Et ces problèmes-là doivent être réglés avec le prestataire du service. Le deuxième élément dans la machine, c'est la lecture et l'analyse du rapport de machine qui doit se faire par le médecin lui-même. Pour la lecture et l'analyse du rapport de machine, on va trouver des graphiques de tendance globale et des tableaux. Et les principales données qu'on va utiliser concernant la durée où la patient a utilisé la machine, tout d'abord les données de pression, les pressions prescrites, la variation de pression délivrée, les pressions moyennes. Tout d'abord les fuites, le pourcentage du dépassement du seuil de fuite et la durée des fuites importantes. L'observance, avec des graphiques et des chiffres, et surtout le pourcentage de nuits de plus de 3 ou 4 heures par nuit d'utilisation. Les événements, en particulier l'index d'apnée-hypopnée résiduel et le type d'événements obstructifs et centraux. Et on peut exiger les données détaillées du nuit qui permettent d'analyser la variabilité intra-nuit des données de machine. Vous avez ici un type de rapport de machine que va ramener le patient et que va tirer le prestataire du service au niveau du logiciel d'analyse de rapport de machine. Et dans ce rapport-là, vous voyez dans cette page-là deux données. Tout d'abord, le graphique de l'évolution de l'observance pour chaque nuit et le graphique de pression avec les pressions fixées et les pressions variables dans le temps chez le patient. Ici, vous avez l'agenda quotidien d'observance et on voit bien chez ce patient-là qui a une très bonne observance. Généralement, on va utiliser des couleurs pour désigner la bonne observance chez les patients. Ici, vous avez les graphiques des indices moyens d'événements quotidiens avec l'IH moyen résiduel que vous avez en chiffres et vous voyez de haut en bas les indices d'événements au niveau des graphiques de manière quotidienne et en bas la corrélation avec le graphique des fuites. Et par exemple ici on voit bien que chez ce patient là il n'y a pas d'IH résiduel mais on note quand même qu'il y a une variabilité de l'IH dans le temps. Dans cette page, vous avez le résumé des données d'observance, de pression, de fuite et d'IH résiduel moyen. Dans cette page, vous avez les données d'une nuit de manière détaillée concernant le graphique de pression, des événements et leur évolution, le graphique des fuites et un tableau qui fait une synthèse de l'évolution de l'index d'apnée-hypopnée en fonction des niveaux de pression. Ce tableau résume les composantes et le détail des moyens d'évaluation du traitement par PPC en respectant la règle de 3M. Tout d'abord, le malade, chez qui on va vérifier l'observance en vérifiant l'acceptance, la tolérance, et ceci grâce à l'interrogatoire. Et on va aussi utiliser le rapport de machine pour analyser l'observance. Puis vous avez la maladie, on vérifie l'efficacité clinique, plus ou moins avec des données biologiques par un bilan. Donc, les données d'efficacité clinique, essentiellement l'interrogatoire, le retentissement diurne et nocturne, et surtout la somnolence diurne résiduelle, et on va céder de scores multiples qu'on va utiliser pour comparer les données à la consultation initiale. Et enfin, la machine qui va permettre d'évaluer les données d'efficacité aussi, et on va utiliser le rapport de machine. Grossièrement, on va analyser les variations de pression, l'IH résiduel et les fuites. Donc ces éléments-là, on va les voir par la suite de manière plus détaillée. À partir de la règle de 3M, on aura des problèmes principaux à régler qu'on va voir au cours d'un cours dédié à l'évaluation du traitement par PPC. Et essentiellement, les principaux problèmes pour le malade, c'est l'observance, l'intolérance et les effets secondaires réglés. Pour la machine, c'est le problème de dépassement de la pression maximale fixée et d'IH résiduel. Et pour la maladie, le problème de la somnolence diurne résiduelle. Après la consultation de contrôle faisant suite à l'autotitration à domicile,
vient l'étape de la prescription définitive de la pression positive continue, où on va décider du mode de prescription de la PPC et des pressions à prescrire. Quel mode de PPC à prescrire? On a le choix entre le mode autopiloté, l'auto-PPC, et la PPC fixe. Quel est l'intérêt du mode auto-PPC? Tout d'abord, c'est de permettre d'utiliser une pression moyenne efficace moins élevée que celle d'un mode constant, parce que le patient, lors du mode constant, va utiliser la pression positive continue à un moment où il n'en aura pas besoin. Deuxième chose, améliorer la tolérance de la PPC chez certains patients et s'affranchir de la titration manuelle comme on l'a vu. Et il permet parfois, ce mode, de choisir la pression pour un mode constant par la suite. Selon les données de la littérature, l'auto-PPC pourrait être plus bénéfique lorsque le source est très lié au REM ou à la position. En effet, dans ces cas-là, le patient n'aura besoin de pression positive continue que lorsqu'il va passer à cette position ou à ce stade de sommeil. Et donc, donner une pression positive continue alors qu'on n'en a pas besoin risque d'entraîner une intolérance. Et donc, il y a une tendance à une plus grande observance chez ces patients-là avec un niveau de preuve de niveau 2. Deuxième cas, c'est lorsque il y a une grande variabilité de la pression efficace, avec une amélioration plus importante du degré de somnolence chez ces patients sous auto-PPC avec toujours un niveau de preuve 2. Et enfin, lorsqu'on a besoin d'une pression efficace très élevée, et dans ces cas-là, on a démontré aussi qu'il y a une amélioration de l'observance sous auto-PPC avec un niveau de preuve 2. Dans le rapport de HAS sur l'utilisation de la PPC en mode autopiloté pour le traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, 3 sociétés savantes recommandent l'utilisation de la PPC autopilotée pour le traitement par PPC, sauf lorsque les patients présentent une insuffisance cardiaque, une VPCO, des apnées centrales ou une hypoventilation associée. Les sociétés savantes considèrent que les dispositifs de la PPC autopilotée ne sont pas équivalents entre eux. La pression efficace déterminée varie avec l'algorithme du dispositif. Un réglage additionnel en pression expiratoire flexible peut être associé à la pression positive continue. C'est plus une option qu'un mode à part entière. Il peut être applicable à tous les modes. Ce réglage permet la baisse modérée de la pression 1 à 3 cm H2O au début de l'expiration, suivi d'un retour à la pression efficace en fin d'expiration, ce qui permettrait un peu d'améliorer le confort de la respiration chez le patient. En résumé, après avoir réglé les principaux problèmes lors de l'autotitration à domicile, souvent on va prescrire le mode auto-PPC. La PPC fixe d'emblée sera indiquée avant l'autotitration à domicile en choisissant les pressions à partir des données d'enregistrement, si contre-indication à l'auto-PPC. Ou bien, après titration manuelle, autotitration surveillée ou rapport d'autotitration à domicile, souvent si on a un besoin faible en pression, après avis du patient, besoin faible souvent lorsqu'il existe une prédominance des limitations du débit ou des hypopnées à faible chute d'amplitude.